présentons l'addiction au tabac dans le cadre justement du mois sans tabac au mois de novembre. Donc nous allons nous présenter dans un premier temps. Je me présente, Nadia Lehaut, je suis documentaliste en santé au travail et je travaille principalement avec nos médecins du travail ainsi que nos autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et je suis basée sur Anières. Et bonjour à tous, donc moi je suis Sarah Texera, donc je suis infirmière en santé au travail depuis maintenant pratiquement d'ailleurs 3 ans chez Horizon Santé Travail. Je travaille au centre de Chatou avec un médecin, voilà. Alors, nous allons faire d'abord un petit tour d'horizon pour vous présenter votre service de santé au travail. Donc, bien sûr, dans un premier temps, en présentant notre histoire, il faut savoir qu'Horizon Santé Travail est le fruit d'une fusion réalisée en 2014 entre 4 services situés dans le nord-ouest parisien, c'est-à-dire le 92, le 75, le 93 et le 78. Notre vision partagée est de répondre aux nouveaux défis de la santé au travail et de vous accompagner, vous, les entreprises, dans votre quotidien. D'aider également, de vous aider à préserver la santé de vos salariés, c'est notre mission première. Nous sommes 200 acteurs en santé au travail, partenaires au quotidien des entreprises et de leurs salariés, dont 60 médecins du travail, 30 infirmières de santé au travail, 30 préventeurs et bien sûr tout le service administratif support autour. Nous sommes regroupés sur 14 centres fixes, donc sur le 75, le 92, le 93, etc., le 78. Et également, nous avons nos médecins du travail ou nos infirmières qui travaillent sur 36 centres en entreprise. Donc, nous présentons très brièvement nos équipes. Donc, il faut savoir que votre médecin du travail est votre conseiller privilégié. Il est votre interlocuteur, bien sûr, et il est entouré, votre médecin du travail, de son équipe de spécialistes. Il vous accompagne au quotidien dans vos démarches de santé et sécurité au travail et il contribue à l'amélioration des conditions de vie et de travail dans votre entreprise. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, votre service de santé au travail, votre médecin du travail, vos infirmières en santé au travail, l'équipe pluridisciplinaire, d'ailleurs, composée de l'infirmière de santé au travail, l'assistante médicale, qui est votre première interlocutrice également pour les visites médicales, les préventeurs, ergonomes, psychologues du travail, ingénieurs, hygiénistes et sécurité, environnement, assistante de prévention, assistante sociale, le service prévention de la désinsertion professionnelle, c'est-à-dire le service PDP. Lorsque vous avez un salarié justement qui est en désinsertion professionnelle, ce service arrive justement à trouver des solutions avec tous nos partenaires pour pouvoir justement à ce que le salarié ne soit pas en désinsertion professionnelle. Nous avons des psychologues du travail, des psychologues cliniciennes qui sont là aussi pour vous aider et aider vos salariés. Et tout cela, vous pouvez bénéficier de cette aide grâce à la cotisation. Donc, vous n'avez rien d'autre à payer. Dès que vous cotisez en fin d'année, vous avez droit à tous ces services-là, également à notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, concernant nos services, très brièvement, donc il faut savoir que Horizon Santé Travail, donc nous avons bien sûr des thématiques de prévention en entreprise. Donc, nous allons en entreprise, nous présentons un certain nombre de thématiques, donc vous pourrez le voir, tout cela sur notre site internet, en métrologie, en ergonomie, TMS, les accidents du travail, nous les traitons, l'hygiène de vie, les risques psychosociaux, les risques chimiques, les risques routiers, le maintien en emploi et bien d'autres thématiques encore. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, vous aurez les différentes thématiques et celles qui vous plairont, n'hésitez pas, vous nous contacter et nous pouvons intervenir au sein de votre entreprise ou par le biais d'un webinaire. Et concernant tout cela, donc toutes ces prestations sont, comme je le disais, dans le cadre de votre cotisation annuelle, sans engendrer de coûts supplémentaires. Ça, c'est important. Pour en bénéficier, comme je l'ai dit, vous en parlez à votre médecin du travail ou à vos interlocuteurs habituels. Cela peut être l'assistante médicale, cela peut être également nos préventeurs qui viennent en entreprise pour faire la fiche d'entreprise, le DERP. Nous faisons aussi de l'aide au document unique, pour la rédaction du document unique. Nous sommes à votre écoute
pour répondre au mieux possible à vos besoins. Donc, nous faisons des diagnostics et des conseils personnalisés, de la sensibilisation d'entreprise, des webinaires, et nous avons également des modules d'e-learning. Et bien sûr, l'espace adhérent. Donc, vous, en tant qu'adhérent, vous avez effectivement un espace où vous pouvez dialoguer, échanger. Merci Nadia. Alors, le sommaire de ce webinaire. Donc déjà, nous allons vous présenter dans une première partie la situation en France avec quelques chiffres. Ensuite, le tabac, que fume-t-on? Il est important de savoir également qu'est-ce que la nicotine, les différents modes d'administration du tabac. Dans une cinquième partie, nous aurons le tabac, ses effets et ses risques. Également, nous ferons le lien avec le tabac et la grossesse. Ensuite, on vous parlera de la dépendance au tabac, les aides à l'arrêt, les bénéfices de l'arrêt du tabac et comment sommes-nous protégés face au tabac. Alors pour commencer, donc, la situation en France, donc quelques chiffres provenant de l'agence de presse médicale. Donc il faut savoir que le nombre de décès attribuables au tabac serait de 75 000 par an en France. Donc c'est énorme. Il faut savoir qu'en 2019, donc les derniers chiffres qu'on a, 3 Français de 18-75 ans sur 10 déclarés fumer. Donc ça représente 30,4%. Près d'un quart des 18-75 ans fumaient quotidiennement, soit ça représente 24%. Les fumeurs quotidiens consommaient en moyenne 12 cigarettes et demie, soit l'équivalent par jour. Une réduction de l'espérance de vie également d'un fumeur de 20 à 25 ans par rapport à celle d'un non-fumeur. Voilà, donc quelques chiffres par rapport à ça. Vous avez également les données du baromètre de santé publique France 2019 qui confirme que la baisse du tabagisme était observée depuis 2016. Donc déjà, c'est un bon point. Également, on peut relever qu'il y a 59 000 décès chez les hommes comparé à 14 000 chez la femme. Donc beaucoup plus de décès liés au tabac chez l'homme. Ça représente 34% de décès chez les hommes et 11% chez la femme pour une tranche d'âge de 30 à 69 ans. Voilà pour les chiffres. On va continuer aussi pour une prévalence du tabagisme en France métropolitaine en 2022 chez les 18-75 ans. Donc, un quart des personnes déclarées fumer quotidiennement, ce qui représente 24,5%. Après, vous avez une prévalence stable par rapport à 2021 et depuis 2019. La prévalence du tabagisme quotidien reste supérieure, d'ailleurs comme les décès chez les hommes, ce qui représente 27,4%, et chez les femmes, ce qui représente 21,7%. Hop. Alors, pour continuer, nous allons vous faire participer à un petit quiz. Alors, je n'arrive pas à faire passer. Alors voilà, quelques idées reçues. Donc c'est un petit quiz, vous allez y participer. Donc tout au long du webinaire, d'ailleurs, vous aurez des questions, vous pouvez participer sur le chat. On attendra quelques minutes pour avoir un peu des réponses de tout le monde. Donc on va commencer par, vous répondez par vrai et faux à chaque fois. Donc selon vous, en France, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc ça, on a un peu vu ensemble déjà. Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Donc, merci pour tous ceux qui répondent. Donc, effectivement, c'est vrai, on dénombre environ 75 000 décès par an, et ça, on l'a vu juste avant. Je vous avais dit un peu la réponse sur la première diapo. Alors, le cancer du poumon n'apparaît pas avant l'âge de 50 ans. Est-ce que pour vous, c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
J'attends encore quelques secondes. Je vous laisse continuer. Super, on a quelques réponses en tout cas. Pour la majorité, toutes les mêmes réponses d'ailleurs. Donc effectivement, hein, on va répondre, c'est faux. Fumer provoque le cancer du poumon, même chez les personnes jeunes. On observe vraiment des cancers liés au tabagisme dès l'âge de 35 ans. Donc c'est très tôt. Troisième question, donc je suis un petit fumeur. Ce ne sont pas 4 cigarettes par jour qui vont me faire du mal. Alors, est-ce que pour vous c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse pareil répondre sur le chat. Eh bien, super, j'ai pas mal de réponses, effectivement. Donc, faux, vous avez bien répondu. Donc, il y a une à 4 cigarettes par jour, c'est 3 fois plus de risque de mourir d'un infarctus. Alors, pourquoi? En fait, lorsque le fumeur diminue le nombre de cigarettes quotidien, ils ont tendance à inhaler en fait beaucoup plus la fumée de la cigarette pour en fait maintenir l'apport en nicotine qu'ils ont besoin, et ce qui donne donc plus de toxines, donc plus voilà, il peut y apparaître plus de cancers à ce moment-là ou de maladies type cardiovasculaire comme l'infarctus. Hop, donc la quatrième question, le tabac ne tue pas les non-fumeurs. Est-ce que pour vous c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous êtes toujours tous d'accord, donc c'est très bien au niveau des réponses. Merci en tout cas. Effectivement, c'est faux. Même si le risque du tabagisme passif est moindre que celui du tabagisme actif, la fumée présente dans l'air contient presque tous les agents cancérigènes de la cigarette, ce qui peut provoquer des cancers dans tous les cas pour les fumeurs passifs. Si on peut aussi donner quelques chiffres, il faut savoir que la mortalité attribuable au tabagisme passif est estimée à 1100 décès chaque année en France par infarctus, mais également par accident vasculaire cérébral, le cancer du poumon également, ou maladie respiratoire chronique. Voilà. Donc même les non-fumeurs peuvent avoir des risques pour leur santé. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci Sarah. Alors là, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Comme vous voyez sur votre droite, vous avez une affiche, l'autopsie d'un meurtrier. Donc c'est justement le bâton d'une cigarette. Peut-on imaginer, regardez ce bâton, qu'un bâton de moins de 10 cm puisse contenir plus de 7000 substances, dont 70 produits cancérigènes, ce qui signifie des produits toxiques. Il faut savoir que sur les paquets de cigarettes, seuls goudron et nicotine sont indiqués, alors qu'il y a certains composés qui proviennent de l'environnement, des pesticides, des produits radioactifs. D'autres composés sont ajoutés, comme l'ammoniac, qui favorise la fixation de la nicotine et la dépendance. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 principaux produits: nicotine qui amène la dépendance, les goudrons qui sont cancérigènes, l'acétone, qui sont des produits irritants pulmonaires, le monoxyde de carbone, qui irrite les vaisseaux sanguins et qui forme des plaques et des caillots, ce qui peut entraîner un AVC. Il faut savoir également que certains plants de tabac sont génétiquement modifiés afin de rendre la nicotine plus efficace. Donc, vous pouvez retrouver cette affiche sur Internet. C'est la Ligue contre le cancer qui, effectivement, a représenté cette affiche pour vraiment détailler tout ce qu'on retrouve dans une cigarette. Alors, la nicotine, parlons-en. C'est très important, il faut vraiment que vous compreniez. Donc, la nicotine est une substance psychoactive. Elle est stimulante. Elle est issue de la plante de tabac, utilisée comme psychotrope, particulièrement lors de l'inhalation de la fumée du tabac. Cette molécule
est en partie responsable de la dépendance tabagique. C'est une substance chimique naturelle, donc engrais naturel, on en a parlé tout à l'heure, qui est très addictogène et arrive au cerveau en 7 secondes. Donc, nous allons vous présenter une petite vidéo qui va vous illustrer mes propos. La nicotine est une molécule présente dans le tabac. Utilisée pure, c'est un poison très puissant qui a été utilisé pendant longtemps comme insecticide. Quand on fume une cigarette, la nicotine passe dans le sang et atteint le cerveau en une dizaine de secondes. Dans le cerveau, la nicotine se fixe sur des récepteurs appelés récepteurs nicotiniques. Elle se substitue ainsi à l'acétylcholine, un neurotransmetteur très important dans le fonctionnement du cerveau. La nicotine agit donc sur les mêmes circuits que l'acétylcholine et détourne ces circuits de leur fonctionnement normal. La fixation de la nicotine au récepteur active une série de neurones, ceux du cortex préfrontal, une région du cerveau impliquée dans l'attention et la vigilance. Et, d'autre part, elle active le circuit de la récompense. Enfin, la nicotine agit aussi sur des fonctions dites végétatives, c'est-à-dire celles que nous ne pouvons pas contrôler volontairement, comme la digestion, le rythme du cœur, le système immunitaire et bien d'autres. Le récepteur nicotinique est composé de 5 sous-unités. Ces sous-unités s'assemblent en des combinaisons variables. De même que les performances d'un ordinateur varient en fonction de ses composants, les performances du récepteur nicotinique dépendent de sa composition en sous-unités. Le nombre ou le type de récepteur nicotinique varie d'un sujet à l'autre et selon le stade du développement cérébral. Les effets de la nicotine ne sont donc pas les mêmes chez les adolescents et chez les adultes. Des travaux récents suggèrent que chez la souris adolescent, le nombre de récepteurs nicotiniques est plus élevé que chez l'adulte et que la nicotine stimule très fortement l'activité neuronale des jeunes souris. De fait, chez l'adolescent, les effets plaisants de la nicotine, prise occasionnellement, sont exacerbés, l'anxiété diminuée et l'activité motrice augmentée. Cela peut inciter à augmenter la consommation de tabac. Chez l'adolescent devenu fumeur régulier, la nicotine a des effets bien différents de ceux induits par la prise occasionnelle. Des études d'imagerie fonctionnelle ont montré que face à des tâches impliquant la mémoire de travail et l'attention, les adolescents fumeurs ont une moindre activation du cortex préfrontal que des non-fumeurs. Leur performance diminue car ils sont moins attentifs, coordonnent moins bien leurs gestes et prennent leurs décisions de manière plus impulsive. L'addiction à la nicotine répond à 2 grands mécanismes. Le premier est l'activation du circuit de la récompense. Si on fume régulièrement, l'augmentation de la libération de dopamine, provoquée par la nicotine, suractive la voie D1 du circuit, celle qui amplifie la récompense. Le besoin de fumer devient alors compulsif. On perd le contrôle et on veut de façon irrésistible sa prochaine cigarette. Le deuxième mécanisme est la survenue de la tolérance. Plus le récepteur est stimulé, moins il réagit à la nicotine. Il se désensibilise et continuer de fumer n'apporte alors plus aucune sensation. Le temps nécessaire pour que la désensibilisation s'installe correspond approximativement au temps mis pour fumer une cigarette. Lorsqu'on fume régulièrement, le nombre de récepteurs nicotiniques se multiplie pour compenser cette baisse d'activité. Ce phénomène compensateur est peu efficace mais a une conséquence majeure. Au moment de la resensibilisation, le nombre de récepteurs qui réclament leur nicotine est élevé et l'envie de fumer est violente. La nicotine est donc un produit très addictif, particulièrement chez les adolescents, dont le cerveau est un terrain malléable. De nombreuses enquêtes ont montré que la probabilité de passage d'une consommation occasionnelle à une consommation régulière est très élevée, et elle est d'autant plus que l'âge de la première cigarette est précoce. Voilà, donc la petite vidéo vous a permis d'avoir effectivement une source nécessaire pour savoir quels sont les effets de la nicotine sur le cerveau. Une vidéo très très bien faite, source de l'ami Delcan. Petite question, donc nous allons encore vous demander de participer à ce chat. Donc si j'arrête de fumer, je vais prendre 10 kilos. Vrai ou faux? Continue, on attend un petit peu. Donc, il y en a des vrais, il y en a des faux. On a un peu de tout, là. Alors, on va répondre à la question. Donc, si j'arrête de fumer, je vais prendre 10 kilos. La réponse, c'est faux. Alors, il faut savoir que la nicotine, elle agit comme un coupe-faim
Et effectivement, à l'arrêt du tabac, un rattrapage du sous-poids dû au tabagisme se produit naturellement. Donc, effectivement, on va prendre quelques kilos, mais on ne va pas en prendre 10. On va prendre à peu près 2 à 3 kilos en moyenne. Ce n'est que dans les cas extrêmes d'arrêt, le plus souvent non aidé, qu'une prise de poids importante peut survenir. Donc ça, c'est important à savoir. Elle peut être contrôlée par un comportement alimentaire adapté. Il faut noter également que 30% des fumeurs ne prennent pas de poids en arrêtant de fumer. Donc, effectivement, on prend du poids, un petit peu de poids, entre 2 et 3 kilos, si on se fait aider, mais on n'en prend pas 10. Alors, je vais laisser Sarah maintenant nous parler d'une autre des modes d'administration du tabac. Voilà. Merci Nadia. Alors voilà, les différents modes d'administration du tabac. Alors je ne sais pas si vous les connaissez tous, on va un peu les voir ensemble. Alors déjà, vous avez dans un premier temps la cigarette manufacturée, hein, qu'on voit le plus souvent d'ailleurs chez de nombreux fumeurs, la cigarette lambda. Vous avez également le tabac à rouler, qui généralement que tout le monde connaît, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en moyenne 3 fois plus nocif que les cigarettes industrielles, le tabac roulé. Parce que tout simplement, le tabac, en fait, il brûle mal. Donc, les cigarettes ont tendance à s'éteindre plus vite, plus facilement. Et donc, nécessite aussi une température de combustion plus élevée et provoque de là une fumée plus importante et plus toxique. Et par ailleurs, en fait, il faut tirer plus fort, donc pénétration du monoxyde de carbone plus profonde, ce qui est vraiment mauvais pour la santé, comme on a vu au départ, le monoxyde de carbone. Vous avez également la chicha. Je ne sais pas si vous connaissez ce mode. Alors, ce que vous pouvez retrouver en bas de l'image à droite, vous avez écrit en gros la chicha, tu en sais quoi? Alors, tout simplement, il faut savoir que la chicha, ça représente en volume de fumée avalée 40 cigarettes. Donc, c'est-à-dire que si vous fumez, vous, une chicha seule, ça représente comme si vous fumiez 40 cigarettes. Donc, c'est énorme. Si on veut un peu plus de détails, il faut savoir que ça représente la cigarette, au niveau nicotine, une cigarette et demie. Au niveau du monoxyde de carbone, c'est comme si vous fumiez 20 cigarettes. Au niveau du goudron, c'est comme si vous en fumiez 26. Voilà, et donc une quarantaine de cigarettes en moyenne si vous fumez une chicha complète, tout seul. Vous avez également les cigares, c'est l'équivalent nicotine de 4 cigarettes. Et vous avez les cigarios, donc c'est des mini-cigares que vous pouvez voir d'ailleurs sur l'image, qui représentent donc la moitié, c'est l'équivalent nicotine de 2 cigarettes. Également, vous ne l'avez pas sur l'image, mais généralement tout le monde connaît ce mode d'administration, la vapoteuse, donc la cigarette électronique par autre nom. En fait, c'est l'aspiration de la vapeur obtenue par l'échauffement d'une solution liquide qui est présente dans un flacon de recharge ou une cartouche d'ailleurs. Et la cigarette électronique chauffe le liquide, donc le liquide qui est dans cette cigarette. Il n'est donc pas brûlé et n'émet pas de fumée. Il faut savoir que la vapeur produite contient moins de substances nocives et dans une quantité bien moins élevée que la fumée d'une cigarette classique. Après, on va vous détailler je vous détaillerai la cigarette électronique, on en parlera juste après. Vous avez également la puff que vous pouvez voir tout en bas, l'image tout à gauche en bas. La puff, pas beaucoup de personnes connaissent. C'est tout récent, c'est un nouveau moyen des jeunes, on va dire ça comme ça, qu'on retrouve depuis 2021 sur le marché. C'est des petites cigarettes électroniques, mais qui sont jetables, qui sont prêtes à l'emploi et intégrant une batterie préchargée et étant pré-remplie de liquide. Donc voilà, il y a du goût à l'intérieur. Il peut y avoir des puffs avec nicotine ou sans. Donc on peut aussi gérer son taux de nicotine comme la cigarette électronique. Et nous avons minimum 600 puffs, c'est-à-dire 600 bouffées. Et après, elles se jettent. Voilà, ce qui peut se faire la différence avec la cigarette électronique. Également, vous avez le tabac à chauffer qui se trouve sur l'image tout en haut à droite. Donc, c'est tout simplement des bâtonnets de tabac. On peut dire aussi stick, ça se dit stick également, qui sont insérés dans un dispositif doté d'un élément chauffant, alimenté en fait par une batterie. Voilà, c'est un élément chauffant permet de chauffer ces mini-cigarettes de tabac afin d'en libérer
un aérosol contenant notamment de la nicotine. Et cette cigarette à chauffer contient également des particules toxiques. Donc, c'est très nocif aussi pour la santé. Et le dernier mode d'administration qu'on peut retrouver également, c'est le tabac à priser ou chiquer. Donc le tabac à priser ou snuf, voilà, c'est un autre nom. C'est une forme de tabac en fait qu'on inhale directement. On l'inspire directement par le nez sans qu'il soit brûlé. Le tabac chiqué, c'est différent. En fait, c'est un type de tabac sans fumée qui est divisé en portions et placé en fait entre la joue et la gencive. Et ça contient plus de nicotine d'ailleurs que les cigarettes classiques. Donc voilà, c'est beaucoup utilisé. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, mais chez les footballeurs d'ailleurs, beaucoup de footballeurs ont besoin de leur taux de nicotine et donc se mettent le tabac à chiquer entre leurs joues et les gencives. Voilà pour les différents modes d'administration. Alors, le tabac et ses effets et ses risques d'ailleurs. Vous avez des effets à court terme. Donc, à court terme, on peut avoir l'augmentation de la vigilance, l'augmentation de la capacité de réflexion. Et aussi, comme Nadia d'ailleurs nous le disait tout à l'heure, la nicotine peut avoir un effet de coup fin chez le fumeur. Évidemment, on le sait tous, donc le tabac a des risques. La combustion en fait, du tabac entraîne l'inhalation de monoxyde de carbone et de goudron. Qu'est-ce que peut faire le monoxyde de carbone? Tout simplement, ça peut entraîner des problèmes cardiovasculaires, type hypertension, infarctus, crise cardiaque, etc. Les goudrons, eux, ont des propriétés cancérigènes, donc ils peuvent favoriser l'apparition tout simplement de certains cancers, type cancer du poumon, cancer de la vessie, de la gorge, voilà, etc. Donc voilà, mais également ça peut entraîner d'autres risques, le tabac, comme on a pu le marquer, l'asthme, mais également artérite des membres inférieurs, l'anévrisme. Vous avez aussi le trouble du sommeil avec la nicotine également, et le vieillissement de la peau. Voilà. Alors, on a voulu aussi vous faire un point sur le tabac et la grossesse. Qui est un point très important, tout simplement parce que ça a des risques, les risques de la consommation de tabac pendant la grossesse n'est pas moindre. Vous avez une réduction de l'apport en oxygène et en nutrition pour l'enfant, tout simplement parce que la cigarette contient des produits chimiques qui se trouvent on retrouve des produits chimiques qui se trouvent dans la cigarette et empêche le bébé de recevoir tout ce qu'il a besoin pour bien grandir. Également, c'est un risque de fausse couche précoce pour la femme enceinte. Également, un accouchement prématuré. Et pour le bébé, également, un faible poids à la naissance. Voilà. Il peut y avoir aussi d'autres risques. Certaines études montrent que le bébé peut aussi avoir des dommages au cerveau et aux poumons causés par la nicotine, comme on a pu voir dans la vidéo, et aussi des malformations congénitales. Voilà, il peut y avoir aussi une mort subite du nourrisson et davantage d'infections à la naissance pour le bébé. Tout simplement, l'arrêt du tabac est vraiment essentiel lorsqu'on est enceinte. Ça a des effets négatifs sur la grossesse et sur le développement du bébé. Néanmoins, je sais que certaines femmes fumeuses, lorsqu'elles tombent enceintes, c'est très compliqué pour elles d'arrêter de fumer. Ça engendre beaucoup de stress qui peut engendrer également une fausse couche. Donc parfois, il est mieux pour la femme enceinte de se faire aider si elle n'arrive pas à arrêter de fumer. Et les substituts nicotiniques peuvent être prescrits. C'est une option, malgré que la nicotine pour le bébé n'est pas idéale, mais c'est déjà beaucoup moins nocif en tout cas que la cigarette, puisque la concentration en nicotine y est moindre et qu'ils ne contiennent pas d'autres produits chimiques. C'est-à-dire que les substituts nicotine ne contiennent pas de produits chimiques et toxiques, donc qui est dangereux pour la santé. Également, certaines femmes continuent à fumer malgré la grossesse parce que, comme je vous disais, ça peut engendrer beaucoup de stress pour la maman et donc pour le bébé. Donc, on conseille pour celles qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, moins de 5 cigarettes par jour, maximum 5 en tout cas, ce qui diminuerait déjà réellement le risque de mettre au monde un bébé avec un petit poids et également le risque de complications
est réduit. Il faut savoir que chaque cigarette non fumée compte. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est important de se dire que effectivement, il faut arrêter de fumer, mais si ça engendre beaucoup de stress pour la femme enceinte, dans ces cas-là, il est mieux évidemment de demander conseil au médecin traitant ou au gynécologue, hein, bien sûr, sur l'utilisation des substituts nicotiniques et avoir un suivi par rapport à ça également. Alors, nous allons voir maintenant les facteurs de risque de la dépendance. D'abord, qu'est-ce que la dépendance? Elle se caractérise par un désir souvent puissant, voire compulsif, de consommer ou de pratiquer une activité. Cette consommation ou cette pratique entraîne un désinvestissement progressif vis-à-vis des autres activités. Donc, il y a 3 facteurs de risque qui se complètent en fait et qui sont voilà, ces 3 facteurs-là sont indélébiles. Il faut pas qu'il faut pas qu'il y en ait un à la place de l'autre. Les 3 facteurs de risque à la dépendance, ce sont les facteurs de risque liés aux produits. Donc la dépendance, les complications sanitaires, psychologiques et sociales, le statut social du produit, la dépendance avec les facteurs de risque individuels, de vulnérabilité et de résistance génétique, biologique, psychologique et psychiatrique, et le facteur environnementaux, le fonctionnement familial, la consommation familiale, les facteurs aussi sociaux, l'exposition à la consommation par rapport justement au groupe social, à la marginalité, etc. Donc il faut savoir que la survenue d'une addiction, elle repose sur ces 3 composantes-là, l'individu, le produit, l'environnement. Au niveau des types de dépendance, il faut savoir que l'addiction au tabac, elle entraîne 3 types de dépendance. Physique, qui sont les signes de manque en l'absence de consommation. La dépendance également comportementale, qui est la situation qui déclenche la consommation. Elle devient un réflexe, c'est un geste automatique. Et la dépendance psychologique, 3e type, qui est variable d'un individu à l'autre. Elle dépend du plaisir que le sujet a appris à obtenir avec sa cigarette. Au niveau du syndrome de manque, donc quand on fume, il faut savoir qu'une dépendance physique et des habitudes se mettent en place au quotidien. La petite cigarette du matin avec le café, après les repas, après le déjeuner par exemple, à la pause déjeuner, en attendant notre transport en commun, avant ou après le travail. Donc, il y a quand même des habitudes qui s'installent au quotidien. Il faut noter que la dépendance physique disparaît, et je souligne que c'est une moyenne, entre 3 semaines et 3 mois suivant les personnes. C'est le temps qu'il faut aux récepteurs nicotiniques pour revenir à un taux normal. Donc, on avait vu que la nicotine, 7 secondes au cerveau. Donc, c'est le temps qu'il faut pour qu'on revienne à la normale. Des symptômes de manque de nicotine peuvent alors survenir pendant ce laps de temps. Les symptômes de manque qui sont nombreux. Il y a l'irritabilité, la tristesse, les changements d'humeur, la fatigue, une obsession de prendre sa petite cigarette. On peut avoir également des troubles au niveau du sommeil, une augmentation de l'appétit. Donc, ces symptômes de manque-là, ils sont pas, vous ne les aurez pas tous, mais vous en aurez 1 ou 2 qui pourraient apparaître lorsque, justement, vous êtes en manque de nicotine. Il faut souligner également que les dépendances psychologiques et comportementales sont plus lentes à s'estomper. Donc, c'est la raison pour laquelle on nous disait justement que pour pouvoir justement arrêter de fumer, il faut savoir se faire aider. Parce que si on l'arrête comme ça d'un coup, c'est là qu'on prend effectivement pas mal de kilos. Et si on s'arrête justement avec une aide, une hygiène alimentaire, etc., avec tout ce qu'il y a autour, ben, ça peut vraiment bien se passer. Merci Nadia. Alors du coup, avant de continuer sur le diaporama, je vais vous poser une question tout simplement. Vous allez y répondre aussi sur le chat. Est-ce que vous connaissez quelles différentes aides au sevrage tabagique connaissez-vous? Je vous laisse y répondre, voilà, de dire vraiment tout ce que vous savez et on verra ensemble juste après ces différents moyens d'aide.
Donc, on a déjà pas mal de réponses. Je vois patch, gomme, chewing-gum, donc c'est les gommes, je pense. Le coach, l'hypnose, l'acupuncture, magnétiseur. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va voir tout ça ensemble. Donc, voilà, les différentes aides au sevrage tabagique. Donc, il y a plusieurs points. Vous avez déjà dans un premier temps les substituts nicotiniques, comme vous avez pu citer, donc les patchs, les gommes, les comprimés sublinguaux, donc c'est les pastilles, et vous avez l'inhaleur. Il faut savoir que pour les substituts nicotiniques, l'assurance maladie rembourse sur prescription. Et également, maintenant, ils peuvent être prescrits depuis la loi de janvier 2016 par les médecins, les sages-femmes, les médecins du travail, les chirurgiens, dentistes, les infirmiers, les kinésithérapeutes. Donc, vraiment, la liste c'est vraiment élargi, pardon, et il y a plus de prescripteurs maintenant. Faut savoir également que vous avez aussi les médicaments sur prescription, mais qui sont prescrits là par un médecin. Vous avez varénicline, Champix, bupropion, Ziban. Tout simplement, c'est sur prescription et suivi avec un médecin sur surveillance parce qu'il y a beaucoup de contre-indications comme l'humeur dépressive, des agitations, etc. Donc, c'est mieux que ça soit suivi et surveillé par votre médecin généraliste. De plus, le choix des médicaments est guidé aussi par les habitudes du médecin, tout simplement, les préférences du fumeur et ses expériences précédentes et les contre-indications possibles, comme on vient de voir. Vous avez également les thérapies comportementales et cognitives. Les autres alternatives, type, vous en avez pu en citer d'ailleurs, c'est acupuncture, auriculothérapie, sophrologie, hypnose, homéopathie, relaxation, etc. Également, vous avez des applications. On a beaucoup de retours d'ailleurs positifs sur ces applications. Vous avez Coaching Tabac Info Service. D'ailleurs, vous avez le numéro de téléphone qui est juste en dessous, le 39 89, qui est gratuit. Vous avez Smoker Stop pour vous aider, Stop Tabac, WeQuick et Quit. Voilà, c'est vraiment différents sites qui peuvent vous aider à arrêter de fumer. Et vous avez également le livre Méthode Allen Care, qui est très bien. En fait, c'est un programme intensif qui convient aux personnes qui veulent arrêter de fumer, mais seules, sans avoir recours à des aides type substitut nicotinique. Donc voilà, ça peut être vraiment une autre alternative. Alors ensuite, vous avez la cigarette électronique. On en a un peu parlé tout à l'heure. On va juste faire un autre petit point. Faut savoir que cette cigarette électronique peut être conseillée par un professionnel de santé pour le sevrage du tabac. C'est un moyen efficace pour réduire et arrêter sa consommation de tabac. Il permet tout simplement d'apporter de la nicotine aux fumeurs dépendants sans les composants nocifs de la fumée du tabac et en évitant la plupart des dommages causés par le tabagisme. En vapotant, les risques pour la santé sont moins élevés que lorsqu'on fume la cigarette. Il faut savoir que dans la vape, il n'y a pas de combustion, donc pas de fumée, pas de production de produits goudronnés cancérogènes et pas de monoxyde de carbone. Donc, elle permet vraiment de réduire progressivement également sa consommation de nicotine. On peut gérer son taux de nicotine dans cette cigarette électronique et l'ajuster à ses besoins. De plus, cela ne produit pas de fumée secondaire, donc absence du tabagisme passif. Donc, c'est très bien pour son entourage également. Il est possible d'associer la vape avec des substituts nicotiniques évoqués juste avant, comme le patch. Il faut savoir que le point négatif un peu de la cigarette aussi, c'est la nicotine inhalée est délivrée au cerveau aussi rapidement que la nicotine des cigarettes. Donc ils restent donc dépendants. Certains restent dépendants à la cigarette électronique. Ça, on en voit beaucoup. C'est que certains arrêtent de fumer la cigarette classique grâce à la cigarette électronique, mais continuent malheureusement à fumer la cigarette électronique sur plusieurs années, malgré que le taux de nicotine soit assez faible. Donc voilà. Malgré que la majorité des cas, normalement, la dépendance à la nicotine s'estompe.
Il faut savoir également que la cigarette électronique est conseillée, mais il faut savoir l'arrêter. On n'a pas assez aujourd'hui de statistiques sur la cigarette électronique. Comme je disais tout à l'heure, elle ne contient pas tous ces produits cancérigènes qu'on retrouve dans la cigarette classique, mais néanmoins, elle contient des produits irritants qui peuvent quand même être risque de maladie ou de cancer. Donc, il est mieux de l'arrêter par la suite. Alors, les bénéfices de l'arrêt du tabac. Il faut savoir que les bénéfices de l'arrêt du tabac sont présents dès les premiers instants après la dernière cigarette. Donc voilà, un exemple, vous avez fumé. Après cette dernière cigarette, au bout de 20 minutes, la pression sanguine et les pulsations du cœur redeviennent normales. Il faut savoir qu'après 8 heures, vous avez l'oxygénation des cellules qui redevient normale. Après 24 heures, vous avez que le corps ne contient plus de nicotine, le risque d'infarctus diminue déjà. Après 2 jours, donc 48 heures, le goût et l'odorat s'améliorent. On peut voir qu'après 72 heures, respirer devient plus facile. Tout simplement, les bronches se relâchent, on se sent plus énergique. Au bout d'1 an, le risque d'infarctus du myocarde diminue de moitié. Au bout de 5 ans, donc là c'est vraiment à long terme, le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié. Et au bout de 10 à 15 ans, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé. Donc voilà, les bénéfices à long terme de l'arrêt sont majeurs. On gagne en espérance de vie. Il y a aussi la diminution des troubles anxieux et dépressifs également, et l'amélioration de la qualité de vie. On gagne aussi au niveau esthétique, amélioration de la qualité de la peau, dentition, etc. Donc vraiment, cesser de fumer, même tardivement, âgé ou malade d'ailleurs, réduit le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire et réduit à long terme le risque de cancer. Quelle que soit la quantité de tabac consommée et aussi longtemps qu'on ait fumé, il n'est jamais trop tard pour arrêter et les bénéfices de l'arrêt du tabac interviennent presque immédiatement. Et c'est ce que Sarah vient de vous dire. Au bout de 20 minutes, vous avez déjà une qualité de vie qui commence déjà à être beaucoup mieux. Pour continuer sur les bénéfices de l'arrêt du tabac, il faut savoir que l'arrêt du tabac va aussi vous apporter de bonnes surprises. Beaucoup d'anciens fumeurs le constatent et beaucoup de nos salariés qu'on suit nous le disent. On peut justement faire des économies et de fortes économies quand on arrête de fumer parce qu'un paquet de cigarettes aujourd'hui est équivalent à peu près entre 10 et 12 euros, des fois voire plus. Donc, faites le calcul et vous pouvez vous imaginer ce que vous pourrez faire avec cette somme que vous pouvez mettre en économie dans une boîte, etc. Et vous allez voir au bout d'un mois la somme que vous allez avoir et l'espérance de vie également que vous aurez en parallèle. Beaucoup d'anciens fumeurs constatent également qu'ils ont retrouvé un calme intérieur et une confiance en eux. Ils ont retrouvé, comme le disait Sarah, une peau plus belle, une haleine beaucoup plus agréable, des dents plus blanches, une voix plus claire. Parce que c'est vrai que plus on fume, plus on aura la voix qui sera rauque, qui sera un petit peu voilée. Et bien sûr, et ça c'est la famille qui pourra le constater, une maison plus saine et plus d'odeur de tabac froid. Par exemple, sur les canapés, les tapis, les rideaux, etc. Et effectivement, là, c'est un bénéfice incroyable. Donc, votre entourage n'a plus et n'aura plus à subir de tabagisme passif. Ça, c'est important à savoir. Au niveau de notre protection, comment sommes-nous protégés? Donc, il faut savoir que l'interdiction de fumer s'applique dans les lieux publics fermés, exemple les cafés, les restaurants. Des espaces fumeurs peuvent être aménagés. Dans certains restaurants, on le voit, qu'il y a des espaces fumeurs à l'extérieur, il est un peu fermé parce que pour le froid, ou bien ils sont dehors pour pouvoir fumer. Il est également interdit de fumer dans les transports publics, les établissements scolaires, les aires de jeu pour enfants et sur le lieu de travail, bien évidemment. Donc, nous sommes protégés par plusieurs lois, notamment la loi E20 du 10 janvier 1991 qui interdit le tabac dans les locaux à usage collectif et les transports, sauf en zone fumeur. La vente de tabac est bien sûr
interdite aux moins de 18 ans. Il y a aussi le décret d'application du 15 novembre 2006 qui renforce la loi et interdit de fumer dans les lieux à usage collectif fermé et couvert, accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. L'extension de cette interdiction, c'est le 1er novembre 2008, aux lieux dits de convivialité, les bars, les restaurants, les casinos, les hôtels, les discothèques, etc. Donc ça, c'est très important à savoir. Et Sarah, bien sûr, va vous dire en entreprise. Et donc, en entreprise, comment ça se passe? Donc, comme vous disiez, Nadia, il est interdit de fumer dans les lieux à usage collectif, fermés et couverts et qui constituent des lieux de travail. Donc, la loi est la même, elle s'applique aussi aux bureaux individuels. Donc, le projet de mettre un emplacement est possible à la disposition des fumeurs, mais c'est soumis à la consultation donc, du CSSCT ou à défaut des délégués du personnel, ou également à consultation du comité social et économique et du médecin du travail. Donc, par rapport à ça, il faut savoir que cet emplacement à la disposition des fumeurs, il y a des normes à respecter par l'employeur. Donc, c'est un dispositif qui est dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique. Fermeture automatique également. Superficie au plus égale à 20% de la superficie de l'entreprise et ne pas constituer d'un lieu de passage. Donc, voilà, il appartient à l'employeur donc de mettre en œuvre l'interdiction de fumer dans l'entreprise et de la faire respecter. Et doit aussi faire respecter et faire respecter les dispositions du Code de la santé publique. Alors, comme on a un peu vu ensemble tout à l'heure, c'est un petit rappel sur les sites internet pour aller plus loin, pour vous aider à arrêter de fumer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez tabacinfoservice.fr qui est un site très bien. Voilà, où le numéro de téléphone, c'est le 39 89, c'est gratuit. Vous avez des professionnels au bout du téléphone qui vous aident à arrêter de fumer, qui vous conseillent selon vos envies, selon ce que vous attendez, etc. Donc, c'est vraiment bien. Vous avez également Stop Tabac, le mois sans tabac infoservice.fr. Comme disait Nadia d'ailleurs, c'est le mois sans tabac au mois de novembre, donc c'est le moment. Également, votre service de santé au travail peut vous accompagner pour toute autre action. Donc, nous faisons partie du groupe Pratique Addictive et nous intervenons en entreprise pour toute sensibilisation, comme sensibilisation sur les drogues, sur le tabac d'ailleurs, et sur l'alcool également. Voilà, nous faisons plusieurs activités, donc voilà, c'est très intéressant. Alors, justement, un petit focus sur le mois sans tabac. Donc, comme vous le voyez à la télé, sur les réseaux sociaux, il y a des spots publicitaires également qui passent régulièrement. Donc, il faut savoir que le mois sans tabac, il ne faut pas hésiter. Donc, si vous êtes fumeur ou si vos collaborateurs le sont, vous avez totalement le droit d'afficher, de mettre une affiche, mois sans tabac, je participe au mois sans tabac. Cela peut inciter également vos collaborateurs à arrêter de fumer. Donc, n'hésitez pas à relever ce défi d'arrêter de fumer pendant un mois, voire plus, en vous inscrivant, bien sûr, au mois sans tabac. Vous recevrez des conseils quotidiens pour arrêter de fumer. Vous pourrez recevoir également gratuitement un kit d'aide à l'arrêt et retrouver des professionnels de santé pour vous aider. Donc, le kit, il est ici sur votre droite, comme vous le voyez. Donc, il comprend un livret, programme de 40 jours, qui propose des conseils et des défis. La roue des économies, qui vous permet de simuler justement vos économies. On en a parlé tout à l'heure. Et bien, cette roue vous permettra de savoir au bout de combien de jours, combien d'économies vous auriez fait en arrêtant justement d'acheter des paquets de cigarettes. Il y a également un dépliant outils présentant les différents outils tabac infoservice et leur intérêt dans le sevrage. Et il y a le dépliant professionnel de santé qui fait la promotion du recours aux professionnels de santé. Donc, n'hésitez pas, Moi sans tabac, vous tapez sur Internet Moi sans tabac et vous pouvez bien sûr vous inscrire ou inscrire vos proches ou justement inciter vos proches ou vos collaborateurs à s'inscrire au mois sans tabac.
Et de toute façon, on arrête de fumer quand on a le désir aussi d'arrêter de fumer, parce que si on force, c'est comme quand on fait un régime, si on force, on n'y arrive pas. Donc, il faut avoir ce désir d'arrêter de fumer, mais il peut avoir le déclic. Et le mois sans tabac, c'est vraiment le moment aussi où il peut y avoir ce déclic-là. Et n'hésitez pas à en parler, comme le disait bien évidemment Sarah, sur Tabac Info Service. Il y a le site, il y a l'application, il y a le numéro de téléphone. Alors, juste, je rajoute quelque chose, Nadia, parce que là, je vois sur l'image qu'on a pu mettre sur le PowerPoint, vous avez le 39,89 qui est payant 15 centimes par minute. C'est le premier appel, en fait, qui est payant, mais tout simplement pour déjà savoir ce que veut la personne. Mais les appels de tabacologue sont entièrement gratuits par la suite. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et n'hésitez pas également, il y a des tabacologues, des addictologues dans les hôpitaux. Oui, aussi. Voilà, dans les centres de santé. Donc, vous pouvez avoir aussi... vous avez des listes sur Internet. Voilà, et nous avons également, nous, au niveau du groupe Pratique Addictive, un annuaire également de centres de santé, d'hôpitaux qui peuvent, effectivement, d'addictologues qui peuvent vous aider à, bien sûr, arrêter de fumer en fonction de votre lieu d'habitation. Alors, dernière petite slide avant les questions, si vous en avez. Donc, nous sommes vraiment dans les temps. Donc, restez informés. Donc, nous faisons à nouveau notre petite promotion au niveau de notre service de santé au travail, car nous avons une multitude de conseils, d'outils, d'informations. Nous avons des actualités qui sont riches et variées et que nous relayons sur notre site internet www.horizonsantétravail.fr. Nous avons également, nous sommes sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, la chaîne YouTube, donc où vous reverrez bien sûr nos webinaires qui sont bien évidemment enregistrés. Vous pouvez bien sûr regarder les replays sur notre chaîne YouTube Horizon Santé Travail. Nous avons également plusieurs thématiques de fascicules, donc sur divers et variés, sur un certain nombre de thématiques, comment bien s'installer devant son écran, les risques routiers, les TMS, etc. Donc nous vous laissons bien sûr le soin d'aller sur notre site internet rubrique fascicules. Nous sortons trimestriellement un journal, La Ligne Horizon. Bien sûr, nous faisons des newsletters mensuels diverses et variées sur diverses thématiques. Et bien sûr, nous mettons à votre disposition un certain nombre de vidéos pédagogiques également. Alors, voilà. Échange des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur le chat. Nous avons quelques minutes. Et puis voilà. En tout cas, nous vous remercions de votre participation sur les quiz. Vraiment une participation active. Donc, merci à vous.